Et c'est LCI Tout Info qui continue. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec à la une de l'actualité 2 ministres sur le terrain, sur le front du Covid-19 ce matin et simultanément à gauche Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation dans l'Oise, à droite le ministre de la Santé Olivier Véran, en Lozère à Florac plus précisément, d'abord dans une usine de textile pour les fabrications de masques en tissu, puis à l'hôpital pour délivrer un message de prévention pour les plus fragiles. On y revient avec nos invités, ce sera juste après le journal. Ma mission, c'est de protéger, mais aussi d'assurer l'éducation de tous. Jean-Michel Blanquer, en déplacement dans l'Oise, a répété que la rentrée scolaire ne serait pas repoussée. Elle est maintenue au 1er septembre, dans 11 jours précisément, et ce pour le bien de tous les enfants. Nous devons travailler par scénario en fonction de situations qui peuvent être différentes d'un endroit à l'autre. Ça, c'est un point majeur. Autrement dit, il y a un socle pour tout le pays, les gestes barrières, le port du masque, les points que j'ai rappelés à l'instant. Et puis, il peut y avoir des accentuations de ces mesures au cas par cas. Dans le cas le plus extrême, la mesure, c'est fermer une école ou un établissement. Et donc déclencher un système d'enseignement à distance pur. Nous y sommes prêts, nous avons tous les éléments pour cela. Nous avons par exemple des centaines d'heures de cours qui sont enregistrées, là aussi sur la base de ce qu'on avait commencé à faire au cours des précédents mois. Et Claire Cambier, vous suivez ce déplacement du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui s'est voulu rassurant, mais aussi ferme. Pas question que les enfants ratent l'école à partir de ce mardi 1er septembre. Oui, exactement. La rentrée aura bien lieu à la date prévue, pas de délai supplémentaire. Il est venu donc du coup aujourd'hui rendre visite à des enfants de l'école Jacques Decour à Montataire dans l'Oise. Il participe au dispositif École ouverte. C'est un dispositif des vacances apprenantes. Alors le principe, ils vont en cours le matin. Ils ont des cours de soutien scolaire de mathématiques et de français. Et puis ils participent à des activités l'après-midi. Le but c'était de cibler des enfants qui ont des difficultés scolaires et qui ont été notamment particulièrement touchés par le confinement. Vous l'avez dit, donc du coup, l'objectif est de leur permettre d'avoir la meilleure rentrée possible. Et ici, dans l'académie d'Amiens, il y avait 150 établissements scolaires qui participaient à ce dispositif. Merci beaucoup Claire. Avec Julie Janus pour les images, le ministre de l'Éducation qui l'a répété, port du masque obligatoire à partir du collège pour les enfants comme pour les professeurs. Le protocole a dû être revu par rapport à celui qui avait été émis au mois de juillet parce que l'épidémie progresse en France avec ces derniers chiffres. Regardez, le nombre de cas positifs enregistrés chaque jour ne cesse d'augmenter. On a enregistré près de 5000 cas en 24 heures. C'est du jamais vu depuis la mi-avril. Noël Lee et Alexandra Durand. L'épidémie s'accélère un peu plus chaque jour. Pour preuve, 4771 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Un chiffre que l'on n'avait pas vu depuis mi-avril. Le pourcentage de tests positifs continue légèrement à augmenter et 35 nouveaux foyers ont été détectés. Une situation qui inquiète les autorités, même si pour l'instant, le nombre de personnes admises à l'hôpital reste stable, autour de 150 par jour, et le nombre de patients hospitalisés atteints par le virus continue de baisser. Il y a donc une nouvelle dynamique épidémique qui est en train de se former sous nos yeux, avec peu de conséquences sur l'hôpital pour l'instant. Mais il ne faut absolument pas faire des jugements définitifs. Cette situation doit être regardée au jour le jour. Une dynamique préoccupante. 6 départements présentent un taux d'incidence dépassant le seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants. 3 en Île-de-France, Paris, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. 2 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Et 1 en Pays de la Loire, la Sarthe. 24 départements sont classés en niveau de vulnérabilité modérée. Quant au taux de reproduction du virus, s'il est au-dessus de 1, l'épidémie se développe. En France, il est actuellement de 1,3. Et puis opération pédagogie pour le ministre de la Santé, Olivier Véran, est à Florac en Lozère ce matin. Éléonore Paillereau, vous suivez ce déplacement pour nous, le ministre de la Santé qui est arrivé à l'hôpital de la ville. Oui, effectivement, et c'est un message de prévention, de pédagogie que veut rappeler le ministre de la Santé, Olivier Véran. D'abord,
dans cet atelier textile, cet atelier qui fabrique habituellement des jeans et qui, lors de l'épidémie, s'est reconverti momentanément dans la fabrication de masques grand public. Olivier Véran qui a salué la souplesse, l'agilité de toutes ces entreprises familiales françaises dans cet effort collectif, cette aventure collective. Ce sont ces mots pour servir l'État et pour fournir les Français en masques grand public que nous allons devoir porter encore les prochains mois. Et puis le ministre de la Santé est en ce moment dans cette maison de santé de Florac à la rencontre des soignants dans ce département qui a été finalement peu touché par l'épidémie, peut-être grâce à la bonne gestion des hôpitaux du département, notamment pour les personnes âgées. Un message de pédagogie du ministre de la Santé pour les plus âgés, les personnes les plus vulnérables face à cette épidémie, mais qu'il ne faut pas isoler pour autant. C'est le message qu'a rappelé encore lundi dernier à Bormes-les-Mimosas le chef de l'État Emmanuel Macron, qui ne veut pas isoler les personnes âgées tout en les protégeant. Message également répété par le Premier ministre Jean Castex. C'est donc tout l'État, tout le gouvernement qui est mobilisé pour la protection des plus vulnérables, des plus âgés, sans les isoler pour autant pour cette rentrée qui préoccupe tout le gouvernement. Merci beaucoup Eleonore. Avec Charlotte Lefayet. Dans ces conditions, vous le savez, le port du masque devient obligatoire un peu partout. C'est une mesure comprise et acceptée par les Français. Regardez notre sondage réalisé par Harris Interactive. Ils sont favorables au port du masque. Les Français, une très large majorité. Il y a juste un petit peu moins de monde favorable à la mesure qu'en dans les lieux publics en extérieur. Et pour contrôler cette épidémie, il y a aussi les tests, sauf que ça reste un parcours du combattant. Charline Hurel a voulu s'en rendre compte par elle-même à Marseille. Il a fallu qu'elle s'arme de patience. Je souhaiterais prendre un rendez-vous pour un test Covid par PCR, s'il vous plaît. Alors, nous n'avons plus de place avant jeudi 27 août. Pas avant mercredi. Depuis quelques jours, les laboratoires sont surchargés par les demandes de tests. Prochaine étape pour se faire dépister sans rendez-vous, direction l'IHU de Marseille. Vous savez, c'est l'hôpital du professeur Didier Raoult. Et regardez, la file d'attente est déjà jusqu'ici. On nous a prévenu, il nous faudrait quelques heures. On va la rejoindre tout de suite. On a remarqué depuis tout à l'heure que la file d'attente n'avançait pas. Alors on a été demandé au premier de cette file d'attente pour savoir ce qu'il se passe un peu. Nicolas, bonjour, vous êtes là depuis combien de temps déjà? Alors je suis dans la file d'attente depuis plus ou moins 4 heures et à cette place-là depuis une demi-heure. Ici, principalement des personnes qui présentent des symptômes ou dans l'obligation de se faire dépister pour partir en vacances. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ont des symptômes et d'autres non, et il n'y a pas de priorité. Et à midi, le centre est déjà surchargé. Il faut revenir demain. Après plusieurs heures d'attente dans d'autres laboratoires, il faut attendre la fin d'après-midi pour trouver une place de libre. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour. Merci. On va commencer le test PCR avec un petit peu de stress parce qu'on a vu les patients avant qui ont une petite larme, mais ça devrait le faire. Monsieur m'a dit que ça faisait pas trop mal, donc ça va. Merci. Ça fait pas si mal que ça. On pleure un peu, quoi. Positif ou négatif, il faut attendre 72 heures pour avoir le résultat. Et voilà, là, il y a les tests, les gestes barrières, les masques sont les seuls moyens pour le moment de lutter contre l'épidémie. En attendant un vaccin, Emmanuel Macron estime qu'on pourra en avoir un d'ici quelques mois. Plusieurs actuellement sont en phase 3 de développement. Clément Gauvin. C'est une course contre la montre qui pourrait très vite s'accélérer. Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux laboratoires sont à pied d'œuvre pour développer un futur vaccin dont la commercialisation pourrait arriver dans les prochains mois, selon Emmanuel Macron. Je le dis, c'est très important, au moment même où on a plusieurs vaccins qui sont en phase 3, et donc où on a des perspectives qui sont raisonnables d'avoir un vaccin dans les prochains mois. En Europe, 2 vaccins sont depuis le mois de juillet dans la dernière phase de fabrication, celle des essais cliniques sur l'homme. Le premier, créé par un laboratoire suédois, produit une réponse immunitaire encourageante contre le virus, tandis que son homologue développé par un laboratoire germano-américain a comme objectif la fabrication de 100 millions de doses d'ici la fin de l'année. Des doses de vaccins pas encore prêtes, mais déjà achetées, comme le fait l'Union européenne. Dans le monde entier, la course aux vaccins s'intensifie aussi. En Russie comme aux États-Unis, des premiers vaccins vont être testés dès la semaine prochaine sur des milliers de volontaires. Si leur commercialisation est promise par les laboratoires dans les prochains mois, de nombreux médecins émettent des doutes sur leur efficacité à grande échelle.
Et pour des raisons sanitaires, il n'y aura pas de fan zone à Paris dimanche soir lors de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich. La mairie de Paris qui en appelle à la préfecture pour éviter tout rassemblement ce soir-là. Sachez que le club parisien lui a organisé une projection du match sur écran géant au Parc des Princes. 5000 personnes, pas plus, pourront être accueillis. Et puis à Marseille, il sera interdit de porter un maillot ou une écharpe aux couleurs du PSG. Décision de la préfecture pour, je cite, prévenir tout trouble à l'ordre public. À l'étranger, Joe Biden appelle à un sursaut dans les urnes pour mettre fin, je cite, à une période sombre. Le candidat à la Maison-Blanche a prononcé un discours la nuit dernière en clôture de la Convention démocrate. Il a fustigé l'actuel président américain sans jamais prononcer son nom. Le président actuel a plongé l'Amérique dans les ténèbres depuis trop longtemps. Trop de colère, trop de peur, trop de division. Ici et maintenant, je vous donne ma parole. Si vous me faites confiance pour la présidence, je ferai ressortir le meilleur de nous-mêmes et pas le pire. Je serai un allié de la lumière, pas des ténèbres. Alexeï Navalny ne pourra pas être transféré à l'étranger. Son état de santé est trop instable, a fait savoir sa porte-parole. Un avion médicalisé depuis l'Allemagne était parti pour récupérer l'opposant russe, plongé dans le coma depuis un malaise dans un avion. Mais son entourage crie à l'empoisonnement. Emmanuel Macron s'est dit prêt à offrir l'asile à Alexeï Navalny. On fait le point avec Camille Baron. Sur ce gobelet, une question. Qui a empoisonné le thé d'Alexeï Navalny ? Sous le choc, des manifestants sont venus soutenir l'opposant politique, principal adversaire de Vladimir Poutine. C'est très important. Ça aurait été important pour moi d'avoir un tel soutien dans une situation pareille. Il n'est pas seul, la société le soutient. Cette photo, la dernière connue, a été prise juste avant que Navalny monte dans l'avion. Il aurait été empoisonné après avoir bu un thé dans ce café de l'aéroport de Tomsk. Pendant le vol vers Moscou, il commence à se sentir mal. L'appareil atterrit d'urgence en Sibérie. Dans le coma, il est placé sous respirateur dans cet hôpital. Les docteurs font tout leur possible. Ils se battent vraiment pour lui sauver la vie. Lors d'une rencontre hier, Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont dit prêts à accueillir l'opposant. Nous sommes évidemment prêts à apporter toute l'assistance nécessaire à Alexandre Navalny, à ses proches, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'asile, de la protection, c'est évident. Un avion a été envoyé ce matin par Berlin pour le rapatrier, mais l'opération a été annulée. Selon le médecin, l'état de santé de Navalny est trop instable pour un transfert. La porte-parole de l'opposant dénonce de son côté une décision qui menace sa vie. C'est la suite de LCI Doute Info avec notre duel. Pour terminer notre émission, Julien Arnaud, notre service politique, est toujours avec nous comme chaque matin. Bonjour Julien. Et face à vous aujourd'hui, William Tay, bonjour, président du think tank Le Millénaire. Et à la une de l'actualité, il y a 2 ministres sur le pont, sur le front du coronavirus ce matin, simultanément. Regardez, Jean-Michel Blanquer à gauche, le ministre de l'Éducation, dans une école maternelle dans l'Oise, à Montataire, pour évoquer les vacances apprenantes. Mais il a évidemment été question de la rentrée scolaire. Et puis à droite, le ministre de la Santé, Olivier Véran, à Florac, en Lozère, dans un hôpital pour une mission prévention, une mission pédagogie envers les plus vulnérables notamment. La rentrée scolaire, on a 11 jours maintenant de la reprise des écoles. Ce sera le mardi 1er septembre et ce sera bien le mardi 1er septembre. Jean-Michel Blanquer l'a dit, l'a de nouveau dit ce matin. Ma mission, dit-il, c'est de protéger certes, mais c'est aussi d'assurer l'éducation de tous. Nous devons travailler par scénario en fonction de situations qui peuvent être différentes d'un endroit à l'autre. Ça, c'est un point majeur. Autrement dit, il y a un socle pour tout le pays, les gestes barrières, le port du masque, les points que j'ai rappelés à l'instant. Et puis, il peut y avoir des accentuations de ces mesures au cas par cas. Dans le cas le plus extrême, la mesure, c'est fermer une école ou un établissement. Et donc déclencher un système d'enseignement à distance pur. Nous y sommes prêts, nous avons tous les éléments pour cela. Nous avons par exemple des centaines d'heures de cours qui sont enregistrées, là aussi sur la base de ce qu'on avait commencé à faire au cours des précédents mois. Julien Arnaud, juste l'analyse d'abord. On a vu un ministre de l'Éducation ce matin qui s'est voulu rassurant, mais d'un autre côté assez ferme aussi. La rentrée scolaire, elle aura lieu.
Oui, fermeté et assurance en quelque sorte aussi de Jean-Michel Blanquer. Avant la rentrée des élèves, c'était d'abord la rentrée de Jean-Michel Blanquer, du ministre de l'Éducation nationale. Ça fait plusieurs jours qu'on entend un certain nombre de questionnements et de questions légitimes sur à quoi va ressembler cette rentrée de 2020. On attendait la parole du ministre de l'Éducation nationale, on disait qu'il était revenu un peu à son bureau, en tout cas qu'il était avec ses équipes, qu'il peaufinait comment un déplacement, le voici, et enfin, j'ai envie de dire, la parole de Jean-Michel Blanquer. Alors et effectivement, le message que veut donner le ministre, c'est nous sommes prêts, et nous sommes prêts à toute éventualité. La règle, ça va être la rentrée qui n'est pas reportée, qui est maintenue, avec des conditions et un protocole sanitaire qui a été revu et corrigé et qui va être mis en place, mais si, avec des hypothèses, si jamais il y a des difficultés, des problèmes, un cluster, un foyer épidémique ici ou là, nous sommes prêts aussi à y faire face, l'enseignement à distance est prêt, etc. C'est ne pas revivre en fait ce qui s'était passé pendant la première époque du confinement, souvenez-vous, au printemps dernier, ça paraît à la fois assez proche et assez loin, mais où c'était assez compliqué de s'y retrouver. Là, c'est le message que fait passer le ministre, à destination des parents, à destination des élèves, et des professeurs aussi, car ce sont eux qui se posaient aussi beaucoup de questions ces derniers jours. Les syndicats enseignants, notamment quelques syndicats enseignants. William Tay, il a été trop absent ces derniers jours, le ministre de l'Éducation ? Non, parce que les Français étaient en vacances, donc ils n'étaient pas attentifs à la rentrée scolaire, même s'il y avait des inquiétudes et des incertitudes à ce niveau-là. Emmanuel Macron il fait face à une rentrée avec plusieurs incertitudes. Le risque sanitaire, le risque économique et la rentrée scolaire. Avec ce qu'il a dit hier, et notamment une phrase qui était très importante, c'est on doit vivre avec le virus. Nous, ça fait plusieurs mois qu'on défend cette ligne-là au sein de notre think tank. Nous, on trouve que c'est bienvenu. Donc on pense que pour l'instant, la rentrée telle qu'elle est présentée va plutôt dans le bon sens, parce que Jean-Michel Blanquer l'a dit, c'est aussi faire partir les enfants pour permettre aux parents d'aller travailler, mais surtout essayer de rompre avec les inégalités. Parce qu'en fait, les élèves qui restent chez eux, c'est une rupture d'égalité avec le modèle républicain. Parce qu'il y en a qui, globalement, les milieux aisés arriveront toujours à se mettre à jour au niveau de l'enseignement. Ceux qui sont en difficulté, c'est les classes populaires et les classes moyennes. Et donc, c'est vraiment bienvenu de faire repartir le pays. Et surtout, ça donne un bon signal qui est, jusqu'à ce qu'on ait un vaccin, nous allons vivre avec le virus. C'est juste que désormais, nous allons porter un masque et respecter les gestes barrières. Et vous faisiez référence à cette interview dans Paris Match d'Emmanuel Macron, la phrase importante aussi derrière celle que vous avez citée, c'est le risque zéro n'existe pas. Et on le voit, le risque zéro n'existe pas aussi au sein de l'éducation nationale. C'est un peu ce que dit aussi Jean-Michel Blanquer quand il dit finalement si ça revient localement, l'enseignement à distance est prêt. C'est aussi préparer les esprits à dire en cette rentrée, on ne revivra pas ce confinement à se généraliser, et aussi bien dans les écoles, on ne fermera pas tout le monde ne rentrera pas chez soi, il y aura forcément, ça pourra arriver, il y aura des écoles qui pourront fermer ou des classes qui pourront fermer dans certains établissements, mais nous y sommes prêts. Et c'est aussi, d'une certaine manière, en filigrane, la fin du « quoi qu'il en coûte ». Parce qu'on ne refermera pas tout. On sait que c'est absolument mortel pour l'économie, mais c'est aussi catastrophique pour l'enseignement. Il n'est pas question de renvoyer des élèves chez eux et que pendant X semaines ou X mois, il n'y ait aucun cours, aucun contact avec les enseignants. Ça, c'est fini. C'est ce que vous avez ressenti aussi de la part du ministre de l'Éducation, c'est-à-dire ce message à la fois qui se voulait rassurant, mais il y avait de la fermeté. En fait, ce qui est important, et c'est pour ça que je pense que la phrase est très importante, nous devons vivre avec le virus, c'est qu'ils essaient de décliner cette phrase et ce cap dans tous les domaines. En fait, ils le disent au niveau économique en disant globalement il n'y aura aucun reconfinement général, qui serait globalement une déroute pour l'économie française et pour le pays, et même aussi socialement et psychologiquement. Et ils font pareil au niveau de la rentrée scolaire. Globalement, ce qu'ils disent, c'est que notre cap est celui-ci. Si par cas il y a un risque, nous sommes capables d'y répondre localement avec des mesures locales, mais il n'y aura pas de mesures de confinement général. Les cours auront lieu, la vie va reprendre à peu près comme avant, presque normalement. C'est juste que globalement, vous allez respecter les gestes barrières et porter un masque globalement tous les jours. Et je pense que ça va vraiment dans le bon sens, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que le pays reparte et jusqu'à ce qu'on ait un vaccin. On parle du vaccin dans quelques mois. Oui. Il vaut mieux se dire, être très prudent et se dire que le vaccin aura peut-être lieu dans 10 ans, mais que nous allons repartir comme avant pour permettre de vivre aux Français presque normalement. Avec cet objectif, quand Jean-Michel Blanquer prend la parole, c'est la confiance. On l'a dit et répété depuis des mois, mais encore plus en cette rentrée. La confiance est nécessaire, c'est-à-dire qu'au-delà des paroles prononcées par le ministre de l'Éducation nationale, il faut encore une fois convaincre les parents et les professeurs. Quand vous allez avoir des parents qui vont retourner dans leurs entreprises et qu'on va leur dire le masque, de toute façon, il est obligatoire que vous, dans votre open space, en vous déplaçant dans les couloirs, etc., et qu'à l'école,
on tâtonne, ou on ne sait pas trop comment, ou si un professeur enlève le masque parce qu'il y a des élèves. Donc il va falloir regagner et restaurer ce lien de confiance entre les Français, les parents et l'exécutif et le ministre de l'Éducation nationale. Donc c'est cette période-là, avant la rentrée officielle, donc d'une dizaine de jours, qui est absolument importante et cruciale pour le gouvernement et en particulier pour le ministre de l'Éducation nationale. Parce que vous l'avez dit tous les deux, vous l'avez répété, c'est Emmanuel Macron qui l'a déclaré hier, il faut vivre de toute façon avec ce virus. Nous sommes coordonnés sur des sujets de la vie quotidienne de nos concitoyens, la rentrée scolaire qui s'effectuera dans les prochains jours, où les règles, là aussi, doivent être harmonisées, mais on aura une rentrée scolaire qui se fera. On ne va pas mettre nos pays à l'arrêt, mais on va devoir vivre avec le virus en veillant à ce qu'il ne se propage pas, et en particulier, ne se propage pas plus vite et ne touche pas les personnes les plus âgées qui sont, on le sait, les plus fragiles. Voilà. Derrière ce message, il y a quoi ? L'idée, c'est vraiment de se dire, moi je l'analyse comme ça, globalement pour mars, il a été critiqué par rapport au confinement et à la gestion du risque sanitaire, notamment avec les déclarations à l'époque d'Agnès Buzyn, d'Édouard Philippe, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, et de Sibeth Ndiaye, notamment sur le port du masque. Moi, je pense que globalement, la France en est pas trop mal sortie, moins bien que l'Allemagne, évidemment, et que les pays est-asiatiques, mais mieux que des pays comme l'Espagne et l'Italie. Moi, ce qu'on pouvait lui reprocher, par contre, c'est son discours en sortie de confinement. Parce que lorsqu'on déconfine, il faut également préparer, parce qu'on savait que le virus allait rester. Et à ce moment-là, nous, ce qu'on recommandait plutôt, c'était d'associer le déconfinement avec le port du masque obligatoire pour respecter les gestes barrières. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en fait, on doit être obligé de respecter les gestes barrières parce que notre système de santé est certes un des meilleurs d'un point de vue qualitatif, mais il ne suffit pas au niveau quantitatif quand on a des risques comme ça de grande ampleur, notamment lorsqu'on compare les chiffres français, les chiffres allemands. On a à peu près 7000 lits de réanimation et l'Allemagne en a 30 000. Et là, maintenant, ce qu'il essaye de faire, c'est comme il y a une forme d'incertitude depuis globalement un mois et demi, et notamment, je le note à partir de Mayenne, du cas de Mayenne, il essaye de reprendre la main et de dire globalement, l'exécutif tient bon, nous avons un cap qui est clair, et nous savons où est-ce que nous allons aller, globalement, à la fois, comme vous l'avez dit, pour les parents, pour qu'ils puissent repartir travailler, et pour qu'ils puissent envoyer leurs enfants, mais également aussi pour les fonctionnaires, parce que les fonctionnaires ont un droit de retrait, et ils peuvent se retirer si par cas ils n'ont pas confiance dans l'obligation de leur employeur d'assurer leur sécurité. Ça, on voit le changement de discours effectivement de l'exécutif, la rentrée approche. Est-ce qu'on va voir des messages comme ça se multiplier au cours des prochains jours ? En tout cas, on voit les ministres se déployer sur le terrain. Là, c'est Jean-Michel Blanquer, c'est Olivier Véran, vous l'avez cité, c'est le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal aussi cet après-midi, c'est le Premier ministre qui va déjeuner avec le président de la République. Il y aura une image forcément au fort de Brégançon. C'est Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, alors sur des sujets certes liés à la sécurité routière, liés aux violences, etc. Mais à chaque fois, on décline, c'est ce que vous disiez, toutes les actualités à la sauce Covid, entre guillemets, liées au coronavirus. Donc forcément, dans chaque secteur, on parle du coronavirus, on donne des messages en fonction du coronavirus. Avec cette date clé qui va, je vais dire, faire la synthèse peut-être de tout ce qui va nous attendre dans les prochains mois, c'est mardi, le plan de relance présenté en Conseil des ministres avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, en tête, je dirais, en chef de file en quelque sorte. Donc à partir de mardi, on va vraiment avoir, je dirais presque en clé en main, ce qui nous attend pour les prochaines semaines et les prochains mois. Un peu de patience donc. Les masques donc sont rendus obligatoires dans les écoles, Jean-Michel Blanquer l'a répété, à partir du collège. Les enfants à partir de 11 ans devront le porter, ainsi que tous les professeurs, donc collège et lycée compris. Quelle est la réaction du côté des parents d'élèves ? Écoutez la réaction du côté de la FCPE. Il y a un vrai problème aujourd'hui de crédibilité de la puissance publique, puisque vous avez pendant tout l'été vu les images dans les ondes notamment, sur les médias, tous ces jeunes qui se faisaient contrôler et qui se faisaient prendre des amendes parce qu'ils ne mettaient pas le masque en extérieur. Or, dans le collège, dans le lycée, ça ne va pas être le cas. Donc il y a vraiment un message contradictoire, une injonction différente qui est faite à nos enfants. Donc c'est un peu particulier de faire en sorte que l'école soit en dehors du monde. Voilà, vous comprenez les réticences des parents d'élèves, ce message qui est parfois contradictoire, en tout cas pour reprendre ces arguments.
Moi, je pense vraiment qu'il y avait besoin, on le réclamait nous au sein de notre équipe depuis plusieurs mois, un discours clair du président de la République. Et je pense qu'il l'a fait avec « on doit vivre avec le virus ». Parce que globalement, personne ne savait ce qui allait se passer pour la rentrée. Il y avait un protocole qui avait été fait, mais je crois qu'il date de fin juillet, début août. Fin juillet, donc il n'était pas à jour avec les données récentes du coronavirus. Et les gens étaient très très inquiets parce qu'on a globalement des chiffres qui remontent, même si je minimise un peu parce que les chiffres augmentent, parce que notre capacité de test augmente. Donc artificiellement, le nombre de cas augmente aussi. Alors pas que, c'est ce que les médecins nous expliquent. Pas que, ça augmente. C'est une partie de l'explication. Ça augmente en partie, en fait, par rapport au... Globalement, je n'irai pas plus loin, mais c'est à peu près ça. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est globalement reprendre la main sur ce dossier, parce que c'est le premier dossier au niveau temporel, et ensuite la rentrée scolaire, la rentrée scolaire. Donc c'est un premier gros test. C'est un premier gros test, et le deuxième gros test, ce sera la rentrée sociale, la rentrée économique et sociale. Il faudra, au-delà du plan de relance, qu'il arrive à dessiner une perspective économique, et notamment, je pense qu'il essaye de s'atteler à une catégorie spécifique qui sont les jeunes, et notamment la génération qui pourrait être la génération sacrifiée du coronavirus. Parce qu'il y a globalement depuis quelques mois des gens qui sont plus partis en cours, donc qui ont perdu non seulement leur activité du quotidien, mais également leur lien social, en restant chez eux et n'ayant plus d'activité. Et il y a également ceux qui vont se retrouver sur le marché du travail en septembre. On a beaucoup de jeunes qui vont se retrouver sur le marché du travail, un marché du travail qui sera malheureusement bouché. Enfin, on espère qu'on aura de meilleurs chiffres, parce que globalement, on a eu des meilleurs chiffres que les prévisions, donc on peut l'espérer. Et globalement, il essaie de dessiner un cap pour eux, parce qu'il est en même temps le représentant, en fait, il est le président. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes actifs et beaucoup de jeunes qui se reconnaissent dans le président de la République, ou en tout cas qu'ils visualisent à travers eux. Et il doit parler à cette catégorie-là, et c'est globalement la catégorie qui peut faire basculer son élection ou pas. Encore faut-il que cette expression de « on doit vivre avec le virus » soit comprise par tous et toutes de la même façon. Ça, c'est la grosse difficulté, car la communication sanitaire, eh bien, c'est le plus compliqué pour un exécutif. Forcément, et Jean-Michel Blanquer est en direct avec nous. Bonjour, monsieur le ministre de l'Éducation. Merci de prendre quelques minutes pour être en direct sur LCI. On vous a entendu tout à l'heure. Un message de fermeté, finalement. La rentrée, elle se fera le 1er septembre. Pas question de la reporter. Est-ce que votre message, là, s'adresse aux parents comme aux professeurs, et en gros, on pourrait le résumer par « n'ayez pas peur ». Oui, on peut le dire ainsi. C'est un message à l'ensemble du pays, à la France, pour dire que l'éducation n'est pas une variable d'ajustement d'une crise sanitaire, que l'éducation est fondamentale. Donc nous avons évidemment l'impératif de protéger tous les enfants et tous les adultes. C'est pourquoi il y a un protocole sanitaire qui est exigeant. Mais nous avons aussi le devoir d'assurer le droit à l'éducation et de faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école. Vous savez, quand au mois de mai, j'insistais tant pour qu'il y ait le retour à l'école, pour qu'il y ait le déconfinement scolaire, pour que les enfants retrouvent le chemin de l'école, il y avait beaucoup de gens pour me dire non, il faut attendre le mois de septembre. Puis maintenant qu'on est fin août, il y a des gens qui disent il faudrait aller encore plus tard dans l'année. Mais à ce compte-là, on pourrait finir par abolir l'école. Il en est évidemment hors de question. L'école, c'est essentiel. Il y a non seulement les enjeux du Covid, mais il y a aussi d'autres enjeux de santé, et puis des enjeux d'éducation, tout simplement. Vous voulez pas les nommer, mais il y a quand même les syndicats enseignants. J'ai un petit peu d'écho dans mon... J'ai un peu d'écho dans mon oreillette. J'espère que ça va être rétabli. On entend aussi que ce sont les syndicats enseignants qui étaient en première ligne sur ces revendications, sur le fait que c'était pas assez clair sur ce protocole sanitaire. Est-ce que tout doit venir du ministère de l'Éducation, ou finalement cette reprise scolaire, elle se fait avant tout au niveau des mairies? Oui, alors, d'abord, pas tous les syndicalistes n'ont pas dit ça. Certains syndicalistes l'ont dit, d'autres ont dit l'inverse. Donc là, je pense qu'il y a eu une diversité de points de vue, ce qui est finalement normal dans notre pays. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, vous avez raison. Il y a à la fois les mesures d'ordre général, celles qui sont visibles sur notre site internet, là, avec ce protocole sanitaire qui est visible pour tout un chacun et qui est commun à toute la France. Et puis, il doit y avoir des mesures spécifiques que nous prenons, nous, autorités de l'État, avec les collectivités locales, en partenariat avec les collectivités locales, puisque comme vous le savez, elles ont des responsabilités spécifiques pour les écoles, les collèges et les lycées. Et c'est dans le cadre de ce partenariat qu'on est capable de prendre des mesures spécifiques quand la circulation du virus est plus forte dans tel ou tel lieu. Ça peut aller jusqu'à la fermeture d'une école, d'un collège ou d'un lycée, mais ça peut être aussi des mesures plus mixtes. Et tout ceci se fait évidemment à une échelle locale, préfet, agence régionale de santé, recteur, mais aussi, bien entendu, responsables des collectivités locales, donc les élus locaux. La rentrée scolaire est un des gros enjeux du gouvernement. Est-ce que vous êtes sous pression? C'est un peu plus personnel comme question.
Oui, vous savez, c'est un métier où on est un peu sous pression, donc ça ne change pas tant que ça. Non, je pense que ce qui est important, c'est surtout d'être fixé sur l'objectif, qui est mon objectif de toujours. Vous savez, quel est l'objectif de toujours? C'est 1, l'élévation du niveau général de tous les enfants de France, et 2, la réduction des inégalités sociales qui se voient ensuite dans des inégalités scolaires. Nous devons faire ces deux choses-là à la fois. C'est pour ça qu'on prend des mesures qui vont toutes dans ces sens-là. C'est les savoirs fondamentaux à l'école primaire, c'est le dédoublement des classes de CP et de CE1 en réseau d'éducation prioritaire, comme dans cette école de Montaterre où je me trouve. C'est les vacances apprenantes, avec une dimension sociale très forte pour que les enfants vivent de bonnes vacances et puis qu'ils apprennent des choses tout en s'amusant pendant ces vacances. Toutes ces mesures, elles sont à la fois profondément sociales, profondément éducatives. Et la crise sanitaire nous oblige surtout à aller plus loin et plus fort dans ces directions-là. Et c'est donc ce que nous faisons. Alors vous êtes ministre de l'Éducation, mais aussi de la Jeunesse et des Sports. On profite de vous proposer des questions sur l'actualité, notamment cette finale de la Ligue des Champions dimanche entre le PSG et le Bayern. La mairie de Paris a appelé la préfecture à interdire tout rassemblement. C'est possible d'empêcher des manifestations de liesse spontanées pour vous ? Alors la liesse, elle va exister s'il y a une victoire en particulier, et donc, mais elle peut tout simplement être respectueuse des circonstances dans lesquelles nous sommes. Autrement dit, on peut être en liesse chez soi en particulier. Je pense qu'il faut que chacun soit responsable sur un tel sujet et que on ne fasse pas les mêmes choses que lorsqu'il n'y a pas de pandémie. Là-dessus, je pense qu'il faut en appeler à la responsabilité générale. Et puis, il y a des choses qui ont été prévues dans certains lieux pour que tout simplement les personnes puissent se rassembler tout en respectant les normes sanitaires. Donc, c'est cet enjeu de responsabilité. Il est normal que les collectivités et l'État les rappellent à la veille de ce match. Que pensez-vous de l'arrêté préfectoral dans les Bouches-du-Rhône qui interdit tout signe distinctif du PSG, pas de port de maillot ou d'écharpe du PSG aux couleurs du PSG dans la ville de Marseille dimanche? Bon, écoutez, c'était peut-être nécessaire et si le préfet l'a jugé ainsi, je respecte sa décision. Ce que ça dit sur un trop fort antagonisme de certains supporters est le problème. Pour moi qui aime et l'OM et le PSG, je trouve que c'est dommage et je suis sûr que c'est quelque chose qui peut évoluer. Peut-être que la préfecture vous entend. Une dernière question. Vous avez pas mal tweeté sur ces 2 matchs de demi-finale de Ligue des Champions, que ce soit pour Lyon ou le PSG. La question, elle est simple. Est-ce que dimanche soir, vous serez à Lisbonne pour assister à cette finale? Je vais essayer, oui, dans la mesure où je peux rentrer pour être là lundi matin et faire tout ce qu'il y a à faire pour cette préparation de rentrée. Mais en tout cas, déjà, Roxana Maracineanu est présente sur place. Nous en parlons et nous voulons que ce soit tout le pays qui soit derrière cette équipe, comme nous aurions été derrière Lyon, si Lyon était allé en finale. Et nous sommes fiers de ces réussites du sport français. Et vous savez, nous sommes aussi très mobilisés pour la préparation des Jeux Olympiques, très mobilisés pour qu'il y ait du sport pour tous dans notre société. Et c'est évidemment l'un de mes premiers devoirs que d'arriver à ce qu'il y ait plus de sport à l'école, plus d'éducation physique et sportive, plus de culture aussi d'ailleurs. Et c'est ce développement du sport en France qui est le sens de cette compétence que j'ai désormais d'être ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, avec comme ministre délégué Roxana Maracineanu, qui nous ont un travail d'équipe pour cette promotion du sport. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin sur LCI. Restez avec nous, LCI Toute Info évidemment continue, notre duel se poursuit dans quelques instants. Ne ratez pas l'interview d'Elisabeth Martichoux, nouvel horaire dès lundi. Les acteurs de l'actualité ont désormais rendez-vous à 8h15 chaque matin. Politique, chefs d'entreprise, médecins, chercheurs. L'interview d'Elisabeth Martichoux, nouvel horaire, 8h15 du lundi au vendredi sur LCI. Depuis plus de 125 ans, Carapelli élabore des huiles d'olive vierges extra de qualité, dans le respect du savoir-faire et de la tradition. Carapelli, l'art de l'huile d'olive. Des millions de personnes font confiance à Head & Shoulders pour combattre les pellicules avant leur apparition. Sa formule purifie et cible les démangeaisons, l'excès de sébum et la sécheresse du cuir chevelu. Cliniquement prouvé, 100% des pellicules éliminées. Un cuir chevelu purifié en profondeur. Au service de millions de douches en France. Au programme cet été, activités en plein air, baignade au bord de mer et découvertes en tout genre. Détendez-vous, c'est l'été dans Animal Crossing New Horizons, exclusivement sur Nintendo Switch et en téléchargement sur le Nintendo eShop.
Bug Danny, revivez les aventures du plus grand pilote de la bande dessinée en édition collector. À chaque numéro, une aventure de Bug Danny et des bonus exclusifs. Le numéro 1, 1,99 € seulement. LCI Tout Info, toujours consacré pour le moment à la crise sanitaire, puisque 2 ministres se déplacent ce matin sur le terrain pour de la prévention, pour des messages de fermeté. Jean-Michel Blanquer pour parler de la rentrée scolaire qui aura bien lieu le mardi 1er septembre pour tous les enfants. Et puis le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans un hôpital en Lozère pour là délivrer des messages de prévention vers les plus fragiles et notamment les personnes âgées. Le ministre de la Santé qui sans doute devrait évoquer les tests. Il doit prendre la parole dans quelques minutes. Olivier Véran, on l'écoutera en direct. Les tests, justement, vous le savez, c'est un des outils de lutte contre cette épidémie. Le problème, c'est que c'est toujours un parcours du combattant. Charline Hurel a voulu s'en rendre compte par elle-même à Marseille. Il a fallu que notre journaliste s'arme de patience. Je souhaiterais prendre un rendez-vous pour un test Covid par PCR, s'il vous plaît. Alors, nous n'avons plus de place avant jeudi 27 août. Pas avant mercredi. Depuis quelques jours, les laboratoires sont surchargés par les demandes de tests. Prochaine étape pour se faire dépister sans rendez-vous, direction l'IHU de Marseille. Vous savez, c'est l'hôpital du professeur Didier Raoult. Et regardez, la file d'attente est déjà jusqu'ici. On nous a prévenu, il nous faudrait quelques heures. On va la rejoindre tout de suite. On a remarqué depuis tout à l'heure que la file d'attente n'avançait pas, alors on a été demandé au premier de cette file d'attente pour savoir ce qu'il se passe un peu. Nicolas, bonjour, vous êtes là depuis combien de temps déjà? Alors je suis dans la file d'attente depuis plus ou moins 4 heures et à cette place-là depuis une demi-heure. Ici, principalement des personnes qui présentent des symptômes ou dans l'obligation de se faire dépister pour partir en vacances. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ont des symptômes et d'autres non, et il n'y a pas de priorité. Et à midi, le centre est déjà surchargé. Il faut revenir demain. Après plusieurs heures d'attente dans d'autres laboratoires, il faut attendre la fin d'après-midi pour trouver une place de libre. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour. Merci. On va commencer le test PCR avec un petit peu de stress parce qu'on a vu les patients avant qui ont une petite larme, mais ça devrait le faire. Monsieur m'a dit que ça faisait pas trop mal, donc ça va. Merci. Ça fait pas si mal que ça. On pleure un peu, quoi. Positif ou négatif, il faut attendre 72 heures pour avoir le résultat. Voilà, ça fait des semaines qu'on en parle. Il y a même Jean Castex, le Premier ministre, qui la semaine dernière a dit « je veux que ça se fluidifie un petit peu ». Bon, ça a toujours pas bougé. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Moi, je pense qu'on a parlé de la rentrée scolaire, et la rentrée scolaire, il a plutôt donné un bon cap. Mais si on doit vivre avec le virus, il faut renforcer nos capacités. Les masques, désormais, on en a à peu près tous. On a posé une question à Jean-Michel Blanquer, notamment sur les familles les plus démunies. Moi, je pense qu'il faut les aider parce que ça a quand même un certain coût, notamment pour les classes moyennes et les catégories les plus populaires. Sur les tests, par contre, globalement, en fait, on n'est pas un pays industriel, donc on a moins de capacité que l'Allemagne. L'Allemagne arrive non seulement à faire plus de tests que nous, mais également à avoir des résultats plus rapides parce qu'ils sont habitués à le faire, parce qu'ils ont une industrie pharmaceutique qui est plus puissante que la nôtre, et ils ont le personnel pour le faire. D'une part, il y a le nombre, je pense qu'on l'a. Le problème, c'est le personnel pour avoir les résultats. Il y a des lourdeurs administratives, nous disait un médecin en réanimation en région parisienne il y a quelques minutes. C'est le problème du système français. Nous, on a mené une étude, une comparaison du système de santé entre la France et l'Allemagne. Globalement, ce qu'on voit, c'est que l'Allemagne, certes, qualitativement, c'est peut-être moins bien, mais au niveau quantitatif, c'est meilleur. Et aussi, le personnel est mieux payé que le personnel français. Et pourtant, on dépense pareil au niveau du PIB par habitant. C'est-à-dire qu'on dépense à peu près pareil. Ce qui change, en fait, c'est que nous, on met 35% de notre budget, ce qui est quand même incroyable, sur 300 milliards d'euros, sur le coût administratif. Donc en fait, on peut se poser une véritable question. Pourquoi est-ce qu'on met 80 milliards à 100 milliards d'euros sur le coût administratif pour des personnes qui ralentissent l'efficacité? Et ce n'est pas une méthode adaptée en temps de crise. Je pense qu'Emmanuel Macron doit mettre le paquet non seulement sur les tests, mais aussi sur les lits de réanimation. Parce que si on doit vivre avec le virus, il faut qu'on soit en capacité d'avoir des hôpitaux qui soient non surchargés. Moi, je pense qu'il faut vivre globalement. Parce qu'en fait, si on n'a pas assez de tests et si on n'a pas assez de lits de réanimation, en fait, on est soit obligé de faire des confinements partiels, soit de faire des confinements de classe d'âge, et notamment les personnes les plus âgées. Ce que le gouvernement veut absolument éviter, c'est un
procès de non-anticipation ou d'impréparation sur cette question des tests. On a vu ce que ça avait donné sur les masques et toute la polémique qui en a été suivie. Les tests, on avait déjà eu un premier épisode, un premier aperçu pendant le confinement. Souvenez-vous, on n'avait pas assez de réactifs, on ne pouvait pas tester tout le monde. C'est pour cela que c'était ciblé, cette pratique du test à une certaine catégorie de population au début. Et là, on nous avait dit, promis, vous verrez, pendant post-déconfinement et pendant l'été, ceux qui voudront aller se faire tester pourront aller se faire tester, il n'y aura aucun problème. Et il y a quand même des problèmes, des lourdeurs, il n'y a pas de l'huile dans tous les rouages pour aller se faire tester. Donc c'est un vrai enjeu sanitaire pour l'exécutif de se dire à un moment donné, ceux qui veulent aller se faire tester peuvent y aller et il n'y aura pas de souci, il faut accélérer le délai des résultats. Donc c'est tout ça qui est aussi en jeu et qui va compter. On en revient à cette notion qui est extrêmement importante, c'est pas simplement, on va dire, de la rhétorique ou de la communication, la fameuse confiance, elle est là aussi. Si les Français se disent, je peux vaincre cette épidémie, on peut y arriver tous ensemble, finalement elle n'est pas si grave que ça au quotidien pour tout le monde, mais je dois pouvoir accéder à mes tests. Si on voit que ça marche pas, on va se dire, voilà, encore une fois, on nous ment, c'est pas possible, etc. Donc il y a vraiment, c'est vraiment un enjeu, pouvoir accéder pour tous et à tout moment sur ces tests. Je suis d'accord avec vous. En fait, ce que risque l'exécutif, c'est la question de la critique sur la non-anticipation. Globalement, on peut se dire que comme c'est un phénomène nouveau, le coronavirus, on ne va pas juger difficilement la gestion du gouvernement entre janvier et mars, parce que c'est un phénomène qui est nouveau. On peut se dire, c'est un phénomène qui est nouveau. De toute façon, tous les pays ont coulé, que ce soit les États-Unis de Donald Trump, même la grande Chine de Xi Jinping a coulé au début. Donc c'est à peu près normal. Ce qu'on peut reprocher à l'exécutif, c'est de savoir la situation depuis mars et de ne pas avoir préparé assez de tests et assez de lits de réanimation maintenant en septembre. Ça fait déjà plusieurs mois. Et puis surtout que depuis Mayenne, on sait que l'épidémie repart avec des foyers de contamination. Et surtout, les tests sont très importants parce qu'on sait que maintenant, c'est les personnes asymptomatiques, donc les personnes de moins de 40 ans, qui transmettent le virus et qui cassent les foyers de contamination mis en place par le gouvernement. Donc je pense que dessus, ils vont être attendus au tournant. Pour l'instant, ils ont réussi la première étape qui est la rentrée scolaire. Et là, c'est à peu près l'étape la plus facile parce qu'en fait, ils ont tous les leviers. La deuxième étape, c'est à peu près, c'est lié à la fois sur la question sanitaire et la question économique. C'est la question du changement de modèle. Globalement, on est un pays tourné vers la consommation et le tourisme. Si on veut avoir plus de tests, plus de lits de réanimation, il faut se tourner vers les pays qui ont battu cette crise, c'est-à-dire l'Allemagne et les pays est-asiatiques, qui sont des pays industriels et de savants. Et je pense qu'il faut mettre le paquet sur la relocalisation et sur le changement de modèle vers l'investissement dans la recherche et développement. Alors, vous avez parlé de la situation sanitaire en France. Effectivement, le nombre de cas positifs ne cesse d'augmenter chaque jour. Et c'est dans ces circonstances que le ministre de la Santé s'est rendu en Lozère, à Florac, plus précisément Olivier Véran, qui visite actuellement un hôpital, et Léonore Paillereau pour délivrer un message de prévention finalement. Oui, effectivement, Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui est en ce moment même en train d'échanger, de discuter avec le personnel soignant de cette maison de santé de Florac, dans le département de la Lozère. Département très peu touché par le coronavirus en termes d'incidence, mais également en nombre de cas, peu de réanimation, peu de décès. Olivier Véran qui vient donc essayer de comprendre ce qu'il s'est passé, qu'est-ce qui a fait qu'ici en Lozère, la gestion du virus et du confinement s'est bien passé, pour prendre peut-être des leçons pour la suite au niveau national, et puis rappeler encore une fois un message de prévention et un message de pédagogie, surtout à l'égard des plus âgés, les personnes les plus vulnérables face à cette épidémie de coronavirus, mais également les plus vulnérables face à l'isolement, puisque vous le savez, les personnes âgées isolées, c'était l'un des grands problèmes lors du confinement, et c'est l'un des messages sur lesquels a insisté le chef de l'État, pas plus tard que lundi dernier à Bormes-les-Mimosas, ainsi que le Premier ministre Jean Castex, et c'est sur ce thème-là que le gouvernement essaie de lutter pour cette rentrée qui les préoccupe fortement. Merci beaucoup Éléonore, avec ces images donc de Charlotte Lefayet. Dans l'actualité, il y a aussi cette finale de Ligue des Champions dimanche soir, avec ces raisons sanitaires qui sont toujours invoquées par la mairie de Paris pour interdire tout rassemblement ce jour-là des supporters parisiens en cas de victoire historique du club de la capitale face au Bayern Munich. Et puis il y a une autre décision qui fait parler, c'est celle du préfet des Bouches-du-Rhône qui interdit de porter un maillot ou une écharpe aux couleurs du PSG dans la journée de dimanche dans tout le centre-ville de Marseille. On en a parlé avec le ministre de l'Éducation il y a un instant. Il n'était pas forcément d'accord et il disait que ça pouvait il espérait que ça bouge d'ici dimanche. Vous en pensez quoi ? Je pense que Jean-Michel Blanquer a raison. En fait, le problème, c'est que ça veut dire que globalement, on punit les personnes qui vont être potentiellement les victimes dimanche. En fait, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui... En fait, ils font une sorte de prévention, mais de la prévention un peu inversée en termes théoriques et
à l'encontre des valeurs de la République. Normalement, on doit protéger les personnes qui vont se faire agresser. Et là, pour éviter que les personnes se fassent agresser, on restreint leur liberté individuelle, ce qui est un changement complet de paradigme. Je pense par contre, mais en même temps, le préfet des Bouches-du-Rhône, il n'en est pas à sa première. Il a été interpellé dernièrement sur la question des rodéos sauvages, et notamment la condamnation du tribunal administratif de Marseille. Je me demande si Emmanuel Macron, ayant changé beaucoup de préfets, je ne pense pas si ça va être bientôt son tour prochainement. Emmanuel Barbe, le préfet des Bouches-du-Rhône, qu'en pensent les Marseillais? Et écoutez quelques réactions recueillies par notre équipe. Paris ou Marseille, on est français, quoi. Alors vous vous rendez compte que ça... Moi, je ne comprends pas. Et pourtant, je vous assure, je suis un amoureux du ballon. Et bien là, je ne comprends pas. Ouais, j'aurai le maillot avec moi, il n'y a pas de souci. Il y a 2 ans, je suis déjà venu ici avec le maillot, l'année dernière aussi, et ça ne changera pas. Moi, je viens de Paris, je suis pour l'OM. Moi, je peux les chambrer. Je mets le maillot sur les champs, il n'y a rien. Mais ici, c'est pas la même. C'est la passion ici, c'est avec le cœur. Là-bas, ils ont rien, ils s'en foutent. Ici, c'est le territoire de l'OM. Ça bougera pas. Voilà, c'est contrasté, mais il y en a un qui le dit assez justement. On n'est pas Marseillais, on est Français dimanche soir. Oui, on est Français, et même si on est Marseillais, ce qu'on peut comprendre du point de vue de la canebière, mais il dit on parle avec le cœur, on ne parle pas avec les coups. Effectivement, c'est ce qui doit se passer. Là, dans cette décision qui a été prise, on a l'impression qu'on met le problème, l'histoire sous le tapis, qu'on a des œillères, et effectivement, vous le disiez, c'est une sanction inversée. Enfin, moi, je trouve ça absolument incompréhensible. Le message qui est envoyé, c'est « Oh là là, finalement, on ne veut pas s'attirer d'ennui, on a peur de ce qui peut arriver, donc on va faire comme ça. » Et ceux qui sont des amoureux du ballon, qui ne font pas de violence, etc., c'est eux à qui on va dire « Eh ben non, vous n'allez pas pouvoir vivre à fond ce match. » Je trouve ça absolument incompréhensible. Effectivement, Jean-Michel Blanquer, et on le sentait dans ce qu'il pouvait dire, je pense qu'il a été assez soft dans sa réaction, mais je pense que c'est ce qui est partagé au niveau de l'ensemble des exécutifs. C'est quand même bien ciblé. Il y a quelque chose qui fait peur aussi. À l'instant, on l'apprend, le préfet des Bouches-du-Rhône abroge cette décision. Donc tous derrière le PSG, même à Marseille. Donc dimanche, il n'y aura pas cette interdiction qui effectivement faisait pas mal réagir depuis ce matin quand on en avait pris connaissance. Et puis il y a autre chose qui fait peur, c'est ce rassemblement, donc peut-être à Paris, si jamais le PSG gagnait cette Ligue des Champions. Et ce serait historique, mais en attendant, Olivier Véran s'exprime. On l'écoute, le ministre de la Santé. Ils feront un plan large avec ça. Pas trop le micro si c'est possible, parce que j'ai dans le nez. J'ai lu ça, Chico. Vous me dites quand c'est bon pour vous? Oui. Allez, tout le monde est prêt. Olivier Véran peut commencer donc son point presse depuis Florac en Lozère. Bon, Olivier Véran, on le voit, qui s'exprime masqué, contrairement à Jean-Michel Blanquer qui tout à l'heure avait pris la parole sans le masque. Donc c'est peut-être et tous ceux qui sont exactement. Donc déjà c'est un signal fort qui est envoyé. Il y a un message de prévention que voulait faire passer le ministre de la Santé qui vient de visiter un hôpital et notamment des personnes âgées. Il veut s'adresser particulièrement aux personnes les plus fragiles. Et donc il y a peut-être l'image aussi qui est extrêmement forte dans ces cas-là, l'exemple qu'on montre à travers donc l'exécutif, à travers le gouvernement. Le ministre de la Santé va s'exprimer masqué. Point presse d'Olivier Véran depuis Florac, où il a visité un hôpital, où il a visité également une usine de textile qui fabrique actuellement des masques en tissu. Notez qu'il y a pire cadre pour attendre. Bon, il fait beau en Lozère, voilà, tout le monde peut en profiter, tout le monde vérifie que les micros marchent bien, que tout le monde est installé, le ministre de la Santé s'en inquiète visiblement. Bonjour à tous, voilà. Je me suis rendu aujourd'hui à Florac, une commune du département de Lozère. Alors vous pouvez vous demander pourquoi je suis venu en Lozère, alors que c'est le département le moins touché par l'épidémie depuis le premier jour. Il y a eu en tout et pour tout un mort à l'hôpital positif au coronavirus. C'est le département où l'épidémie est la plus faible et où le virus circule le moins depuis le premier jour. Un département dans lequel on constate encore aujourd'hui que s'il peut y avoir quelques cas positifs, surtout des touristes d'ailleurs, c'est un département qui est épargné. Eh bien justement, c'est pour montrer que l'épidémie n'est pas une fatalité. Nous sommes ici au cœur de la France, il y a des gens comme vous et moi, et pour autant le virus circule moins. C'est important de le montrer à une période où on constate, à contrario, qu'à l'échelle du pays, à l'échelle de la nation, la circulation du virus tend à s'accélérer.
Vous avez vu hier que nous avons fait près de 5000 diagnostics en 24 heures de coronavirus. C'est une augmentation de 40% du nombre de cas sur une semaine par rapport à la semaine précédente, et que le nombre d'hospitalisations, s'il reste très inférieur à ce que nous pourrions constater si nous devions parler de vague épidémique, néanmoins ce taux d'hospitalisation a tendance à augmenter, puisqu'il a augmenté de près de 28% en une semaine. Pour les hospitalisations les plus graves, en réanimation, en revanche, l'augmentation est extrêmement peu sensible. C'est donc un profil épidémique différent. Et si vous me permettez l'expression, je parlerai d'un virus à double détente, puisque ce sont essentiellement aujourd'hui les jeunes qui sont touchés par le coronavirus, mais on sait que ce sont les moins jeunes qui sont les plus frappés par le coronavirus. Il y a aujourd'hui 4 fois plus de contamination chez les 20-40 ans que chez les 60-80 ans. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de corrélation, qu'il n'y a pas de lien entre l'augmentation de la circulation du virus et l'augmentation des hospitalisations et des réanimations. Mais en vous disant cela, c'est aussi un message d'alerte. Nous sommes à quelques jours des retours de vacances où les gens vont reprendre leur vie, vont renvoyer les enfants à l'école et c'est très bien, vont retrouver le chemin du travail par télétravail ou en présentiel et c'est très bien, avec des mesures sanitaires qui sont appliquées évidemment. Mais il faut faire très attention à protéger les personnes les plus fragiles. Il ne faut pas que le virus puisse passer des plus jeunes aux moins jeunes. C'est ce que nous avons constaté dans certains pays autour de nous et c'est ce qui a pu provoquer dans ces pays-là une augmentation sensible de l'épidémie et de ses dégâts irréversibles. Donc nous devons être très vigilants. Et ici en Lozère par exemple, qui est un département, je le disais, qui est peu touché, vous avez quand même des communes où le port du masque peut être rendu obligatoire dans les marchés, dans certaines rues qui sont fréquentées. C'est-à-dire que nous n'avons pas forcément vocation à appliquer les mêmes mesures de protection collective partout en France. Par contre, les mesures individuelles, celles que nous nous appliquons au quotidien, ou parce qu'on y est contraint, ça peut être le port du masque obligatoire, ou parce qu'on est attentif aux autres, c'est-à-dire la distanciation physique, le fait de ne pas aller voir une personne âgée sans s'être lavé les mains ou mis du gel hydroalcoolique, casser les distances, on sait que ça peut être dangereux. Ces mesures individuelles, elles doivent s'appliquer partout et tout le temps. J'ai constaté, et vous l'avez constaté aussi, qu'on insiste beaucoup sur le port du masque depuis plusieurs semaines, mais j'ai constaté, et vous le constatez aussi, ou si vous faites attention, vous verrez que parfois les gens se sentent surprotégés par le masque et vont ne plus appliquer un certain nombre de barrières, de mesures de sécurité. J'étais, par exemple, hier, je voyais, c'était une réunion politique, je crois que c'était la rentrée du parti écolo, je ne sais plus, je voyais en tout cas sur le journal une photo où tout le monde était masqué sur scène, mais où tout le monde se tenait la main. Ça, c'est pas parce que vous portez un masque que vous pouvez vous tenir la main. C'est pas parce que vous portez un masque que vous devez réduire le gel hydroalcoolique ou le lavage des mains. C'est pas parce que vous portez un masque que vous pouvez vous faire la bise. On voit dans les rues des gens qui peuvent parfois se faire la bise. C'est pas un discours que je veux moralisateur, c'est un discours qui vise à prévenir les Français, leur dire attention, il y a tout un tas de pratiques que vous avez acquises pendant la période de printemps qu'il ne faut pas perdre aujourd'hui, surtout pas, parce que sinon nous risquerions de reconnaître une épidémie avec ses conséquences. C'était le message essentiel, la protection des plus vulnérables, l'application des gestes barrières, au-delà du port du masque, qui s'implique partout pour toute la population. Et puis, je suis aussi venu faire un petit clin d'œil à une belle entreprise, une belle PME de Lozère qui s'appelle Tuffery, qui est une entreprise familiale qui produit des jeans de génération en génération, des jeans à l'ancienne, mais de qualité, avec des produits textiles qui viennent du coin ou de partenaires territoriaux, avec une fabrication à la main par des couturiers, pas des couturières, avec des ventes qui peuvent se faire de façon moderne, évidemment, à distance grâce à Internet. Et cette entreprise, dès le début mars, elle a décidé de fermer ses chaînes de production de jeans et d'engager de la production de masques de protection qu'elle a distribués gratuitement à plus de 80 000 exemplaires à la population de Lozère, avec intervention de plus de 1000 personnes du département qui ont décidé de mettre la main à la pâte et de filer une aide qui était précieuse pour produire ces masques. Donc je voulais saluer cette entreprise dont j'avais remarqué l'action depuis Paris au cours du printemps dernier. Et puis aussi c'est un beau symbole parce que ça montre que nos PME, elles ont de l'avenir. L'artisanat, il a de l'avenir, que ce soit en Lozère ou ailleurs. Moi, je crois en cette industrie relocalisée qui est capable de produire de la qualité, qui est respectueuse de l'humain et de l'environnement. Et donc, c'était aussi le motif de ce déplacement dans ce beau département de Lozère. Vous avez parlé des masques. On a beaucoup d'entreprises qui sont reconverties pour fabriquer des masques en tissu. Et beaucoup d'usagers utilisent des masques, comme moi aujourd'hui, chirurgicaux. C'est quoi la bonne attitude ? Moi, je n'utilise par exemple des masques chirurgicaux que lorsque je suis dans un secteur sanitaire. J'avais un masque chirurgical tout à l'heure, parce que je suis venu, j'allais même oublier d'en parler.
Je suis venu visiter l'hôpital de Florac, un hôpital qui est en reconstruction, un hôpital de proximité où les soignants ont fait une action remarquable au service de leurs malades et continuent d'avoir une action remarquable auprès de leurs malades. J'ai visité le service de soins à domicile avec des infirmières, des aides-soignants. Et évidemment, tout le monde porte un masque chirurgical ici, en contact sanitaire, je l'ai toujours dit. Les masques chirurgicaux et les masques FFP2 encore plus sont à réserver aux soignants en priorité. Et lorsque je ne suis pas en milieu sanitaire, sauf si vraiment j'en ai pas sous la main, si un jour vous me prenez la main dans le sac avec un masque chirurgical, c'est que j'en ai vraiment pas trouvé. Mais sinon, les masques lavables, les masques réutilisables assurent une bonne protection. Ils sont d'ailleurs plus soucieux de l'environnement parce qu'on ne va pas les retrouver par terre dans la rue. Ils sont en textile, ils sont dégradables et ils sont moins chers aussi à l'utilisation. Donc moi j'encourage vraiment les Français à utiliser des masques lavables, réutilisables. Ce sont les masques d'ailleurs que nous avons envoyés à plus de 50 millions d'exemplaires par la poste à 8 millions de Français précaires. Vous avez parlé des personnes âgées, vulnérables au virus, mais elles sont également vulnérables à l'isolement. Comment est-ce que le gouvernement va faire en sorte qu'on ne retrouve pas des situations de personnes âgées dans des EHPAD qui se sont complètement isolées pendant le confinement? On voit qu'il y a certains EHPAD qui se reconfinent par exemple, et qui limitent les visites. J'en ai discuté justement avec les soignants des services de soins à domicile et des services de longue durée de l'hôpital de Florac il y a quelques minutes. C'est un enjeu majeur. Les personnes âgées ont mal vécu l'isolement, elles ont mal vécu le confinement, elles ont mal vécu l'éloignement avec leur famille. Isolement, ça ne veut pas dire abandon. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les personnels soignants, les aides à domicile se sont relayés, les associations, j'ai eu l'occasion de visiter et remercier plusieurs d'entre elles, les communes, les départements se sont également mobilisés pour faire en sorte que personne ne manque de rien en étant à la maison. Vous savez, quand vous décidez de confiner un EHPAD et de dire aux personnes qu'elles ne pourront même plus sortir de leur chambre pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, lorsque vous exigez des familles qu'elles prennent rendez-vous pour aller visiter leur mère ou leur grand-père qui est en EHPAD, ce n'est pas une mesure, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, que vous prenez de façon simple et joyeuse. C'est une mesure très dure, peut-être l'une des plus dures que j'ai eu à prendre. C'est une mesure que je ne regrette pas, puisque c'est une mesure que j'ai prise en concertation avec l'ensemble des personnes qui travaillent dans ce secteur du grand âge et qui me disaient que c'était le seul moyen de protéger. Quand vous avez l'entrée du virus dans un EHPAD, ça peut être catastrophique. Il y a eu 9 morts dans un EHPAD cette semaine en France, parce qu'une personne était rentrée contaminée et ne le savait pas. Ce sont des personnes les plus fragiles. Les dégâts peuvent être considérables. Et moi, je préfère encore, à choisir, protéger les gens, quitte à les isoler, mais en les accompagnant toujours avec humanité, que de prendre le risque de les voir mourir par dizaines parfois, dans des conditions qui sont très difficiles. Est-ce qu'il faut envisager un reconfinement généralisé des EHPAD en cas de nouvelles vagues ? Nous sommes dans la différenciation et la territorialisation des mesures. C'est-à-dire que nous prenons des mesures adaptées à la situation épidémique propre à chaque territoire. Il est évident que lorsque vous avez une grande commune dans laquelle vous avez 2 EHPAD qui commencent à déclarer plusieurs cas, vous dites attention, là il faut être extrêmement vigilant. On l'a déjà fait, on le refera autant de fois que c'est nécessaire, on dépiste tout le monde, tous les résidents et tout le personnel soignant. Et lorsqu'il y a des mesures d'isolement à prendre, nous les prenons. Ce sont des mesures de protection, ce n'est pas un isolement pour isoler, c'est un isolement pour protéger. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'envisager de prendre des mesures de confinement généralisées à l'échelle du pays, que ce soit en EHPAD ou hors des EHPAD. Mais je reste, comme ministre, extrêmement soucieux de la protection des personnes vulnérables et fragiles, et à chaque fois qu'une décision sera nécessaire et proportionnée pour sauver la vie, je la prendrai. Monsieur le ministre, le masque va être obligatoire en entreprise à partir du 1er septembre. Comment va être appliquée cette mesure? Est-ce que ce sera fait de façon stricte, bien assurante, de la pédagogie au début, un peu de souplesse? La pédagogie, elle est indispensable. Comment est-ce qu'on porte le masque? À quel moment est-ce qu'on le porte? Parfois, pourquoi est-ce qu'on le porte? Il y a encore des gens qui se posent, et ils ont tout à fait le droit, la question de savoir si c'est vraiment utile, parce qu'ils vont bien, parce qu'ils sont jeunes. Ils entendent parfois des discours, peu responsables à la télé de scientifiques qui leur expliquent que c'est pas grave s'ils ont le virus parce qu'ils sont jeunes. Donc ils peuvent s'interroger. Moi je le dis, il faut casser la circulation du virus par tous les moyens. Et donc la ministre Elisabeth Borne, en charge du travail, l'a annoncé et a travaillé d'arrache-pied avec les partenaires sociaux, avec les syndicats. Dès lors qu'on est dans une situation où on est plusieurs dans un bâtiment et dans une pièce, eh bien le port du masque s'impose. Donc ces règles, elles sont appréhendées, elles sont comprises par les Français en espace extérieur, elles sont comprises depuis très longtemps dans les supermarchés, dans les commerces, chez les artisans. Eh bien elles devront s'appliquer aussi en entreprise pour la protection de tous. On a vu que le masque au début, il y a une certaine errance de la part des services de l'État, ce qui a entraîné une certaine défiance, on va dire, de la part de certaines personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez cette défiance? Est-ce que de toute façon vous allez la combattre de façon systématique?